Et on continue bien sûr d'explorer ce marché immobilier avec le club de la presse Immocom. Chaque mercredi, Marie qui reste bien sûr avec nous. Également Olivier Marin pour explorer Imo Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Éric Tréguier pour Challenge. Salut Éric. Bonjour. Bon, on est en pleine période évidemment de tension en France. 5 jours après les attentats, l'assaut qui se poursuit en ce moment à Saint-Denis. Est-ce que tous ces événements risquent d'avoir un impact et peut-être même un impact durable sur l'immobilier parisien, Olivier ? Sur l'immobilier parisien, il est encore un petit peu tôt, en tout cas pour le dire. Sur l'immobilier parisien haut de gamme qui concerne en fait la clientèle étrangère, on commence à avoir les premiers impacts psychologiques et les premiers impacts en fait sur ce marché. Il faut savoir que lundi, il y a eu une vague d'annulation. Là, c'était plutôt pour les hôteliers. J'ai pu contacter en fait les différents dirigeants de l'immobilier de luxe à Paris, les Féo, les Garcin, les Barnes et Sotheby's. En fait, lundi, il se passait rien. Mardi, des premiers mails ont commencé à arriver, par dizaines, des mails d'Américains, de Libanais notamment, avec ces formulations. Compte tenu du contexte et des événements qui se sont produits à Paris, nous annulons la signature de la promesse de vente. D'autres qui étaient en cours de négociation indiquent, en raison de la situation dramatique, nous préférons reporter à l'année prochaine notre négociation. Et ceux qui devaient venir à Paris, beaucoup décident d'annuler purement et simplement leur voyage. Donc, des reports, l'immobilier de luxe parisien va entrer dans une phase d'attentisme avec cette clientèle internationale. Les responsables des réseaux de luxe, pour l'instant, disent qu'il n'y a pas eu d'effet Charlie déjà, parce que la cible à l'époque dans l'horreur était authentifiée. Là, c'est complètement différent, c'est la population civile. On tire. Alors, le message des agences, pour l'instant, c'est que Paris reste la plus belle ville du monde, que la vie continue. L'immobilier s'appréhende sur le long terme. Il faut bien avoir en tête certains chiffres, notamment que sur le haut de gamme, Paris, première destination touristique, 47 millions de visiteurs par an, 42% d'étrangers, 1650 appartements de plus d'1 million d'euros acquis l'an dernier à Paris. La part des étrangers, c'est 15%. Pour l'hyperluxe, il faut avoir en tête que 70% des biens à plus de 4 millions d'euros sont acquis par des étrangers. Les responsables s'attendent à avoir 2-3 mois difficiles. Ils espèrent tous un retour de la confiance. Dans le passé, on sait qu'il y a les attentats à Londres, à Madrid. Il n'y a pas eu d'impact, évidemment, si ce type d'événement est amené à se reproduire. Alors là, la donne pourrait changer. C'est toute la question, en fait. Est-ce qu'on est entré dans un cycle de répétition d'attentats ? On est sur une deuxième vague, là. On avait eu la première au mois de janvier, qui s'était traduite par un impact qui a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois sur le marché immobilier. Est-ce qu'il faut craindre que cet impact finisse par devenir un peu plus permanent ou en tout cas plus durable avec déjà l'ampleur des attentats qu'on a connus vendredi dernier et le risque de voir ce type d'événement encore se répéter? Et il faut regarder exactement ce qui va se passer. On ne sait pas si il s'agit d'une vague d'attentats et donc tout va se jouer sur la psychologie. Est-ce que si on sait s'il y a une vague d'attentats, on sait que ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie et donc forcément sur l'immobilier. Mais si on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, regardons par exemple ce qui s'est passé. Un événement majeur, le World Trade Center, les 2 tours. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu sur le marché immobilier précisément du sud de Manhattan? Le marché s'est figé pendant 3 mois. Mais absolument, les transactions ont été divisées par 9. Donc pendant 3 mois, il s'est rien passé. Et puis au bout des 3 mois, les transactions sont reparties à des prix exactement semblables à le niveau qu'elles avaient avant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les prix à Manhattan sont plus du double de ceux qu'ils étaient à l'époque. Donc on voit qu'il y a un attentisme, mais que des fondamentaux sont quand même le facteur de décision essentiel des gens. Est-ce que le marché est important? Est-ce que le marché est intéressant? Est-ce que j'ai envie d'habiter à Manhattan? Et la réponse est oui. Donc il y a un moment de stupeur et puis les gens se redressent. J'ai un autre exemple qui est une étude toute récente qui a été faite en novembre 2015, donc c'est-à-dire il y a quelques jours, par 3 chercheurs israéliens qui ont regardé ce qui se passait dans le nord le nord d'Israël à la suite des tirs de roquettes. Est-ce que le marché immobilier a été impacté? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que le marché a été impacté, mais de moins de 1% par rapport au reste du pays. Donc, tout est une histoire de psychologie. Et si les gens considèrent que on est dans une nouvelle normalité, eh bien les choses vont reprendre comme avant. La question qu'on peut se poser, c'est sur des marchés qui sont un peu moins recherchés. Je pense très précisément à Saint-Denis,
aujourd'hui... Oui, c'est dommage parce que ça faisait partie du top 50 des villes où on investit. Alors là, aujourd'hui, à Saint-Denis, le mètre carré vaut à peu près 3 500 €. Je suis pas sûr qu'il vaille 3 500 € demain. Et c'est ça, parce qu'il y avait... Ça voudrait dire que le 11e arrondissement, typiquement, pourrait avoir ses valeurs baissées dans ce cas-là. Ça, c'est possible. Oui, parce que c'est vrai que le 11e arrondissement, pardon de parler comme ça, il prend cher. Attentat en janvier, là, la vague d'attentats a aussi lieu en grande partie dans le 11e arrondissement. Ça risque de dévaloriser, déprécier durablement cet arrondissement, par exemple, par rapport aux autres. On risque de le voir d'ailleurs dans les chiffres des notaires, éventuellement, dans les prochains mois. Je pense qu'il y a eu quelques annulations ces derniers jours et qu'il y en aura encore autour de République, ça c'est clair. Oui. Et donc Saint-Denis, qui était en début de phase de boboisation et où se tient en ce moment l'assaut, qu'on va bien sûr continuer de suivre sur BFM Business. Sophie Tussaud qui va revenir dans quelques minutes pour nous faire part des tout derniers développements. Du coup, est-ce que l'immobilier, est-ce que le marché du logement peut lui aussi apporter sa pierre à l'intégration, à cette problématique d'intégration qu'on a du mal à mener à son terme? Ce fameux concept de mixité sociale. Ouais. C'est une histoire de fou, non? Vous n'avez pas l'impression, parce que ça fait 20 ans qu'on nous parle de plan banlieue, de restructuration urbaine, et c'est vrai qu'on a l'impression que rien n'avance. Quand on va à Saint-Denis, j'y étais tout récemment, c'est un centre-ville qui est quand même très dégradé, très ancien. Enfin, quand je parle d'ancien, c'est qu'il a été construit dans les années 80 et qu'on a l'impression qu'il est en ruine un petit peu. Enfin, le centre est mal entretenu, en mauvais état, et on se sent pas en sécurité. Donc, il y a quand même un vrai problème sur ces banlieues, qui est un problème d'intégration, qui est aussi un problème d'immobilier et de restructuration urbaine. Et Thierry Repentin, que vous avez reçu hier, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, il nous disait que plus de 200 communes aujourd'hui ne respectent toujours pas la loi en matière de mixité sociale. Bien sûr, elles ne respectent pas la loi, mais les 20 à 25% de logements sociaux. Oui, mais alors précisément, vous prenez Saint-Denis et ils sont bien au-delà. Ouais. Ils sont bien au-delà. Et vous prenez d'autres communes. Mais ça, c'est l'enjeu, ce que disait Thierry Repentin, c'est l'enjeu de la mixité en tant que telle, c'est-à-dire pas faire des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Et ça, c'est le problème. Ça, donc, mettons-en un peu plus à Neuilly et puis un peu moins à Montreuil, que vous citiez parmi les communes qui sont intéressantes pour investir, et Saint-Denis également, qui est bien au-delà. On est à 40% de logements sociaux. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il y a un rééquilibrage à faire, mais il faut souligner aussi que il y a des mauvais maires, mais il y a aussi des très bons maires. Tout à fait. Il y a d'ailleurs des carottes qui ont été les maires bâtisseurs. Voilà. Les maires bâtisseurs, ils ont le droit à 2 000 € par logement social qui est construit dans les zones tendues. C'est la commune, je crois que c'est Romainville ou je ne sais plus quelle commune qui a même récupéré en tout et pour tout 1 million d'euros de par justement cette carotte financière pour les maires bâtisseurs. Donc c'est quand même pas rien. Mais on aimerait bien que ce soit des communes de l'Ouest qui récupèrent cette manne plutôt que des communes de l'Est qui ont fait déjà beaucoup. Oui, et certaines communes de l'Ouest aussi, mais c'est vrai que c'est pas le cas de toutes. Comment déghettoiser certaines zones? Évidemment, c'est l'un des grands enjeux aussi autour de l'immobilier. Alors il y a aussi le Grand Paris, un grand projet qui vise à construire 70 000 logements par an, qui vise aussi à favoriser la mixité sociale. On a dit comment l'immobilier doit jouer un rôle pour renforcer l'intégration. Olivier, on va insister aussi sur quand même tous les signaux encourageants, et notamment une bonne nouvelle pour la construction, justement, la confiance des investisseurs dans le résidentiel neuf qui augmente. Et ça, c'est bon. Oui, heureusement, c'est bon pour tout le monde, évidemment, pour l'investisseur, pour finalement le locataire ensuite, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'emploi. Effectivement, il y a quelques jours, la Fédération des promoteurs immobiliers a livré les chiffres sur les résultats du 3e trimestre 2015. La confiance des investisseurs dans le neuf, elle est confirmée, elle est même accentuée. La reprise de l'activité est confirmée. On a eu des très bons résultats avec des signes de reprise, les ventes de logements qui progressent, plus 18% au 3e trimestre 2015 par rapport à la même période l'an dernier. Plus 18%, pas mal. Confirmation donc de l'attrait du dispositif d'investissement locatif Pinel, puisqu'au 3e trimestre, plus 55% de ventes aux investisseurs sur un an. Et parmi les villes donc privilégiées par les investisseurs privés, il y a Lyon, plus 36% en un an. Rennes et Nantes, plus 53%. Lille, on est à plus 59%. Montpellier, plus 66%. Oui.
L'Île-de-France, plus 67%, et on a la palme qui revient à Toulouse, plus 69% de ventes à investisseurs sur une année. C'est bien, ça va faire autant de logements disponibles pour ceux qui en manquent. Évidemment, et on a là un dispositif qui est lisible. On rappelle acheter un bien neuf et le mettre en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. On peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le prix du bien de 12, 18 ou 21%. On peut louer à ses parents, ses enfants. Faut pas oublier, bien sûr, les fondamentaux. Faut jamais acheter les yeux fermés sur une plaquette. Il faut toujours se rendre sur place. Il faut s'informer sur le marché locatif. Il faut privilégier l'emplacement. Il faut se renseigner sur le promoteur. Il faut quand même le répéter. Bon, et pour accroître le nombre de logements, l'État encourage aussi la transformation de bureaux en nouveaux logements. Oui, je voulais simplement faire une petite remarque. Il y a deux effets dans ce que vient de dire Olivier. Il y a un effet de base. Effectivement, on a eu des années antérieures qui étaient catastrophiques, donc forcément il y a un vrai rattrapage. Et le deuxième, il y a un effet d'aubaine et dont il faut vraiment se méfier, parce que les promoteurs, voyant tout ça, vont lancer des programmes un peu partout, dans des endroits qui sont pas forcément très bons. Et donc moi je dis aux investisseurs, méfiez-vous à partir d'aujourd'hui, parce que on va peut-être lancer des programmes dans des endroits où il n'y a pas forcément de marché. Alors méfiez-vous, soyez vigilants, ouvrez les yeux, comparez, informez-vous, voilà. Mais pour ceux qui souhaitent justement trouver un logement dans les centres-villes, pour ceux qui aimeraient que les prix baissent aussi dans les centres-villes des grandes agglomérations, il y a une méthode, il y a un outil sur lequel essaie d'appuyer le gouvernement, c'est la reconversion de bureaux en logement par exemple. Exactement, c'est un projet de loi qui a été déposé et un amendement au budget normalement qui devrait être voté dans les prochains jours, en tout cas avant le 31, et qui permettrait de plus facilement transformer des bureaux en logement. Aujourd'hui, il y a, alors j'ai pris les chiffres, il y avait en 2014 800 000 mètres carrés de bureaux vides à Paris. Ça représente 5% du parc total de bureaux. C'est énorme. Le taux d'occupation est quand même assez faible. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a 5% des bureaux qui sont vides et qu'on n'arrivera pas à remplir parce que c'est des bureaux qui sont mal situés ou inadaptés complètement à l'usage des entreprises, mais pas forcément à l'usage des particuliers. On pense par exemple à certains immeubles de Paris qui étaient d'anciens immeubles d'habitation qui ont été transformés en bureaux et qu'on aimerait retransformer, disons, en logement. Et c'est complètement... Aujourd'hui, c'est très difficile parce que il y a des obstacles administratifs, il y a des obstacles juridiques, il y a des obstacles, il y a les recours, il y a des obstacles aussi tout bêtes qui sont des obstacles économiques parce que quand on transforme un bureau en logement, il faut prévoir des surfaces communes, il faut prévoir les 25 à 30% de logements sociaux. Respecter les normes handicapées aussi. Respecter les normes handicapées. Tout un tas de contraintes qui sont extrêmement difficiles et justement la proposition, l'amendement qui a été proposé va sans doute permettre de transformer plus facilement tout ça. Alors derrière, il y a une petite manœuvre parce que ce sont les députés de Paris qui l'ont proposé et donc c'est quelque chose qui s'appliquerait forcément d'abord à Paris et qui bénéficierait d'abord aux Parisiens. Bon, ce serait un test, on va dire, un test. C'est un test, voilà. On a exploré toutes les solutions, en tout cas les pistes pour essayer de favoriser le logement en France et également, on en parlait, la mixité sociale face aux problèmes d'intégration. Allez, quand même, l'immobilier, c'est aussi du rêve. Olivier, vous nous faites visiter, comme régulièrement sur BFM Business, un bien de rêve vendu ou à vendre. Alors celui-là, il est sur le marché de l'hyperluxe. Donc on peut y aller, vous pouvez y aller, on est dans le 7e arrondissement de Paris, on est au cœur du Faubourg Saint-Germain, on est dans un hôtel particulier, je crois qu'on va voir les images, classé monument historique, édifié en 1732, en fait c'est un appartement avec une terrasse sans vis-à-vis qui donne sur une cour d'honneur, c'est un duplex comme une maison, surface c'est 336 mètres carrés, une terrasse de 67 mètres carrés bordée d'un côté par une grande verrière sur 2 étages, ça crée une transparence un peu incroyable. Premier étage, on a un grand salon avec parquet Versailles. Pas très fan. Un bureau, une bibliothèque, un deuxième bureau. On a une chambre de maître. Voilà, c'est un bien qui est
actuellement sur le marché de l'hyperluxe, qui est proposé par Hugues et Ménager autour de 9 millions d'euros. Voilà, avis aux amateurs. En plus, il y a un acheteur étranger qui vient de se désister, donc profitez. C'est le moment. Allez. Je savais pas à quel moment on allait le faire, c'est le moment d'acheter, mais voilà, c'est fait. Eric, il nous reste 30 secondes. Votre conseil à vous pour nos auditeurs, téléspectateurs particuliers qui souhaitent profiter de la pierre pour augmenter leur rendement? C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, avant la fin de l'année, si on veut faire une opération type Pinel, comme l'expliquait Olivier, c'est compliqué parce que il faut 3 mois, il faut obtenir les crédits, etc. Moi, ce que je leur propose, c'est tout simplement d'acheter rapidement, en quelques jours, des SCPI. Les SCPI, la pierre papier, on s'embarrasse pas, on a du rendement sans avoir à gérer soi-même. Exactement. On achète son Pinel, on achète aussi, si on a déjà des revenus fonciers, on peut acheter des SCPI de déficit foncier qui permettent de déduire dès la première année, dès le moment où on achète. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire ça en quelques jours, en 4-5 jours, l'affaire est bouclée. Ouais, c'est pas la même approche, mais bon. Ouais, c'est un autre débat. On en parlera sur les CPI. On en parlera une autre fois. Pas dans votre philosophie. C'est de la pierre. Soyez méfiants. Soyez méfiants. Enfin, en même c'est temps, pas très Olivier, liquide. il nous montre des trucs qu'on peut pas se payer. Alors ça, c'est voilà. Part de rêve. Part de rêve. Avec vous, Olivier, le ticket d'entrée, il est de 5 millions d'euros. Ouais, c'est compliqué. Pour les SCPI, c'est quelques milliers, même pas d'euros pour. Ça commence à quelques centaines. Quelques centaines d'euros et vous pouvez vous acheter de la pierre, papier et réduire ses rendement, on le disait, et réduire ses impôts. Et réduire vos impôts. Faites-le avant le 31 décembre si vous voulez réduire vos impôts, les impôts que vous paierez l'an prochain sur vos revenus de cette année. Merci beaucoup à tous les trois pour ce club de la presse IMO comme chaque semaine. Éric Tréguier pour Challenge, Olivier Marin pour Explore IMO, Le Figaro et bien sûr Marie Cœur de Roi, notre pierre angulaire j'adore. marché immobilier sur BFM Business.